Depuis des décennies, des femmes inventent des solutions pour faire de cette ville un endroit plus vivable. On avait décidé que quand même, quel que soit le coût, on allait reprendre la rue avec nos affiches, nos visuels, nos collages. La lutte, elle continue que, encore une fois, toute femme se sente à sa place où elle veut, j'espère plus jamais entendre une femme dire « je peux pas faire ça parce que je suis une femme », que ce soit une profession, aller quelque part ou autre. Et ça serait vraiment le rêve. À qui appartient l'espace public à Marseille ? En théorie, à toutes et à tous. Mais en pratique, qui l'occupe ? Qui y flâne ? Qui l'habite ? Si vous le voulez bien, baladons-nous un instant dans la ville. Remontons la Canebière. Nous arrivons dans le quartier des Réformés. C'est la fin de la journée. Les bars, les cafés sont pleins, mais en terrasse et dans les places, peu de femmes. Elles sont un peu plus loin quand on remonte vers la plaine au niveau du parc pour enfants ou à la sortie des écoles. Oui, Marseille, comme beaucoup d'autres villes, est pensée pour soutenir et favoriser les rôles traditionnels masculins. C'est en tout cas ce que pense Leslie Kern, géographe, dans son livre « Une ville féministe ». Et justement, en 2022, lors des universités d'été de l'Assemblée des femmes, le maire de la ville, Benoît Payan, affirmait qu'il voulait faire de Marseille une ville féministe, une ville dans laquelle les femmes se sentiraient écoutées, accompagnées et en sécurité. Et il ajoute, et nous partons de loin. Et nous allons le voir ce soir, nous partons de très loin. Rues privées d'éclairage public, équipements sportifs, occupés quasi exclusivement par des hommes, harcèlement de rue, déficit de transport en public. On ne peut pas dire que Marseille soit une ville confortable pour les femmes et les minorités de genre. Mais si Marseille est loin d'être une ville égalitaire, elle est une ville rebelle, dans laquelle l'oppression appelle depuis toujours l'insoumission. Et depuis des décennies, des femmes inventent des solutions pour faire de cette ville un endroit plus vivable. Et c'est cette histoire-là que j'ai voulu raconter dans Marseille trop puissante, et c'est cette histoire-là dont je veux vous donner un aperçu ce soir. Alors si vous le voulez bien, imaginons ensemble à quoi ressemblerait cette ville féministe. Commençons par le début, ce serait un endroit dans lequel on pourrait se déplacer sans avoir peur, librement, sans prendre notre courage à deux mains avant de passer le pas de la porte. Car, on le sait, parmi les facteurs de désertion de la rue, il y a l'insécurité. Selon un sondage Ipsos de 2021, 81% des femmes auraient déjà subi du harcèlement de rue. Et on le sait, la peur restreint le mouvement. Ne pas emprunter des ruelles sombres, ne pas descendre dans les stations de métro, ne pas prendre les transports en public tout court, ne pas porter de jupe, ne pas porter de décolleté. 9 femmes sur 10 adoptent ces conduites d'évitement selon le baromètre sexisme 2023 publié par le Haut Conseil à l'égalité. Et Marseille n'échappe pas à la règle. Le harcèlement de rue et les agressions sexistes rappellent en permanence aux femmes et aux minorités de genre qu'ils ne sont pas les bienvenus dans l'espace public. Et face à cette violence quotidienne subie, des Marseillaises ont répliqué. Depuis que j'ai 13 ans, les hommes commentent mon apparence dans la rue. Nous sommes à Marseille, en 2019, et sur les murs de la ville, cette phrase, en capitale collée sur des feuilles de papier A4. Il s'agit du tout premier collage du collectif Collage Féminicide. Depuis, de nombreux groupes de colleuses autonomes ont essaimé à Marseille, en France et ailleurs. Et je suis sûre
que vous les avez déjà vus le matin, en allant boire votre café, ou le soir, en rentrant du travail. Je vous propose d'en découvrir ensemble quelques exemples. Alors on le sait, la pratique étant plus ou moins illégale, les colleuses agissent le plus souvent anonymement, en groupe et surtout la nuit. Il leur faut trouver le bon mur sur lequel le papier colle, invisible des caméras, mais visible des passants. Le but, dénoncer les violences conjugales et les féminicides. Et avec cette pratique, ces militantes occupent l'espace public d'une façon nouvelle. Elles ramènent les violences domestiques dans la rue pour en faire une problématique sociale. Et l'objectif, être vues et entendues dans un environnement où elles sont sans cesse invisibilisées et en insécurité. Les collages sont nés 2 ans après MeToo. Mais si les luttes féministes et LGBTQIA+, ont davantage de visibilité aujourd'hui dans l'espace public, ces luttes-là n'ont certainement pas attendu 2017 et trouvent leur ancrage bien plus tôt dans l'histoire de Marseille. On se souvient par exemple en 2012 du site Paytachnek, créé par la militante Anaïs Bourdet. Le site recueille de nombreux témoignages de personnes ayant subi du harcèlement de rue, à Marseille, mais partout en France. En voilà quelques exemples. Cette revendication de l'espace public commence en fait bien plus tôt. Déjà, en 2007, l'émission Le Complot des Cagoles, une émission de radio féministe non mixte diffusée mensuellement sur Radio Galère, diffusait sa toute première émission. Le thème, la rue. Et au programme, le micro-connard, un montage de perles de connards enregistrées par les membres du complot elles-mêmes avec des micros cachés sous leur veste. Je vous propose de découvrir un passage dans Marseille trop puissante dans lequel elles racontent cette expérience. Elles se souviennent de la diffusion de la première émission sur le harcèlement de rue dans le squat où elles avaient l'habitude d'aller. Les hommes étaient sous le choc, ça leur a foutu une claque. Ils nous disaient qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi dur d'être une femme dans la rue. Elle ajoute : cette émission a fait réfléchir pas mal de potes, hommes et femmes confondus. Toutes s'accordent à dire que les lignes ont bougé au-delà même des murs du studio. Ce qui était chouette avec le complot, c'est que quand je sortais, je me sentais forte. C'était une vraie prise de pouvoir dans l'espace public. On avait l'impression d'être en groupe, même quand on était seul. Une autre ajoute : d'autant qu'on avait acquis les arguments et la répartie qu'il fallait. C'est d'ailleurs comme ça que l'idée de complot est née. On avait une étiquette, les gens se méfiaient de nous parce qu'on faisait partie du complot. Une dernière ajoute : c'était aussi lié au fait qu'on pouvait enregistrer n'importe qui à n'importe quel moment. Le but de l'émission, montrer la violence ordinaire que vivent les femmes au quotidien, mais aussi et surtout proposer des pistes de résolution et des outils de défense comme l'autodéfense féministe. Pendant mes recherches, je suis allée encore un peu plus loin et je suis tombée sur cette chanson. Je vous laisse deviner de quand elle date. J'ai rêvé d'une rue où la peur me quitterait. Je rêve d'une rue sans la peur à mes côtés. Il est 10 heures du soir, femme rentrez chez vous. Les hommes peuvent aller boire, nous resterons chez nous. J'ai rêvé de grands murs sans images qui me vendraient.
Je rêve de grands murs sans mon corps sur du papier. Mais les murs sont loués à la publicité. Mais les femmes sont vouées à être morcelées. J'ai rêvé d'une ville qui ne serait plus un ghetto. Je rêve d'une ville sans une ombre dans mon dos. Je peux toujours rêver, la rue n'est pas aux femmes. Cette chanson, extraite de l'album Pour des chansons de femmes, a été écrite et produite en 1978 par un collectif de Marseillaises, dont le collectif La Serpillière, au Centre des Femmes, situé non loin, rue Pastoré. Et comme on l'entend dans la chanson, le seul endroit dans lequel les femmes sont représentées, dans la rue, ce sont les publicités. Et on le sait, le plus souvent, elles sont stéréotypées. Les femmes ne sont pas non plus représentées par les noms de rue. Dans un récent rapport datant de 2021, dans la métropole Aix-Marseille-Provence, 86% des plaques de noms de rue portaient des noms d'hommes, contre 14% pour des noms de femmes. Et dans notre ville féministe rêvée, ne voulons-nous pas arpenter des rues qui portent le nom de celles qui se sont battues avant nous ? C'est pourquoi, en 1996, un groupe de personnes anonymes crée les Ladies Pirates. Ces femmes, qui se sont principalement rencontrées dans les milieux militants lesbiens marseillais, décident de reprendre la rue et impriment des fausses plaques de rue qu'elles vont aller coller la nuit du 7 au 8 mars 1996. Et parmi les noms choisis, Clara Zetkin, Rosa Luxembourg ou encore Marie Curie. Je vous propose de découvrir quelques photos de l'époque. Et parmi ces militantes, Patricia Guillaume, dont la pratique du collage me fait penser aux colleuses dont on a parlé tout à l'heure, d'une certaine façon. Et c'est pourquoi je propose qu'elle me rejoigne sur scène ce soir, en compagnie de Lily Lison, colleuse aussi, et fondatrice du collectif Afrofemme. Elles viennent de 2 générations différentes, mais se retrouvent au sein de cette lutte. Nous les accueillons ce soir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Lily Lison, avant d'entrer en détail sur votre engagement militant, j'aimerais vous demander à quoi ça ressemble pour vous d'être une femme aujourd'hui dans l'espace public à Marseille. Okay. Question difficile. Question difficile, mais question très intéressante. Déjà, bonsoir tout le monde et merci Margot de l'invitation, déjà pour ce soir et pour le livre et pour visibiliser toutes les luttes, quelles qu'elles soient. Alors en fait, évoluer aujourd'hui en tant que femme à Marseille, déjà pour répondre à cette question, je pense qu'il faut que je me situe. Je suis une femme noire, je suis perçue comme une femme noire dans une société majoritairement blanche. Et donc je pense que l'espace public à Marseille a bien évolué, je pense, depuis 15 ans, ça c'est sûr. Mais en plus, donc, comme vous avez pu en parler, c'est les violences, les agressions sexistes, le harcèlement de rue. En tant que femme noire, je suis confrontée à ce qu'on appelle la misogynie noire. Ça veut dire que je suis à une intersection entre le racisme et le sexisme. Et moi, ce que je peux constater aussi à Marseille, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette ville est une ville coloniale. Donc, je suis une Caribéenne, je viens d'une colonie départementalisée. Donc, moi, cette question m'a fait penser à tous les touristes, quand ils arrivent à Marseille, ils vont à Saint-Charles, ils trouvent la bonne mer, c'est très beau, un paysage magnifique. Moi, ce que je vois, ce sont des statues coloniales qui rappellent le passé de mes ancêtres, et en plus de subir le sexisme et le racisme. Merci. On va revenir donc. On reviendra à ces questions-là, mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez participé donc à ce mouvement des collages assez tôt, à ses débuts à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez voulu rejoindre les colleuses et pourquoi vous en aviez besoin à ce moment-là, et surtout comment ça se passait ? Est-ce que ça
fait chez vous, cette expérience? Ouais, c'est vrai que c'était en 2019 que j'ai rejoint les collages féminicides, parce que c'était féminicide à l'époque. Je revenais d'Espagne d'ailleurs, parce que j'ai vécu en Espagne où je suis une militante depuis quelques années. Vous allez le voir dans le livre, je pense, un petit peu mon histoire. Et pour moi, c'était, en fait, comme ça a été dit, c'était sur le fond et sur la forme, parce que du coup, c'était créer un contre-pouvoir. C'est-à-dire pouvoir dire et dénoncer des violences et les mettre aux yeux et vues de tous et de toutes, ce qui était important. C'est reprendre justement cet espace où nous n'étions pas bienvenus, où nous n'étions pas écoutés. Et puis il y a cet acte de désobéissance civile. Et donc c'était un besoin parce que c'est dans le militantisme. Mais ce que ça apporte aussi, c'est que se retrouver avec des personnes en non-mixité, parce que c'était sans homme cis, ça nous donne en fait effectivement une force en fait. Comme je dis, ça allume en fait la flamboyance de notre militantisme. Et exactement, c'est ce qui a été dit également, c'est que ça donne une force en groupe et ça donne une force seule. Et je pense aussi que ça permet aussi de créer cet égrégore en fait de féminisme qui fait que d'autres qui le verront, soit vont se poser des questions, mais surtout ne se sentiront plus jamais seuls. Justement, donc Patricia, Guillaume, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce que vous aussi, ça vous a apporté ça, cette pratique des collages? Donc, même si on entend que ce sont deux pratiques différentes, les choses qui sont dénoncées ne sont pas les mêmes, mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, ce moment-là, en 96? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les féminicides, on n'en parlait pas, hein, on les vivait seulement. Enfin, surtout celles qui y restaient. Nous, on a choisi de renommer les rues parce que c'était une chose évidente. Les plaques de rue, tout le monde les voyait. Il n'y avait jamais aucun nom de femme. C'était une évidence pour nous. Et puis aussi, il n'y avait pas cette gravité dans nos années de militance qu'il y a maintenant. On riait beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on doit dire. On a fait ça vraiment toujours en riant beaucoup. Et ça, c'était une farce un peu au matin, les gens allaient se réveiller. Ah tiens, c'est plus ma plaque de rue habituelle, ce sont des femmes. Ah, il y en a des femmes, tiens. Et on était contente de le faire, très contente. Et d'ailleurs, ça se voit sur les photos. Hein, on sourit, on est contente. Et il y avait beaucoup cette idée-là de enfin reprendre la rue d'une manière joyeuse. Voilà, on voulait s'imposer d'une manière joyeuse, mais quand même, on n'a pas pris de risque non plus, on faisait ça le soir, mais on était nombreuses quand même, on était en équipe, nombreuses, on était une huitaine, voilà. Et puis, on a fait d'autres collages à des moments, des collages contre le Front National, où on était un peu plus... Les franges plombières, c'est ça? Les franges plombières, parce qu'on aimait bien les groupes, les petits groupes. Et là, on avait carrément mis des casques au cas où on nous frapperait sur la tête. Et puis voilà, et on avait décidé que quand même, quel que soit le coup, on allait reprendre la rue avec nos affiches, nos visuels, nos collages. Et je vous pose la même question que tout à l'heure. C'était comment à l'époque d'être une femme dans l'espace public? Est-ce que ce que dit Lily, ça fait écho? Est-ce que... Oui, enfin, il y a une gravité actuellement parce qu'on sait déjà plus de choses. Peut-être qu'on avait moins de témoignages, moins de chiffres aussi alarmants. On était beaucoup plus... On était moins consciente de la gravité de la situation. Et du coup, on était un peu plus tranquille, en fait. On estimait que ce qu'on faisait... C'était notre place, on y avait droit. On n'a pas remis en question ce truc-là, on était persuadés de notre bonne place, en fait. Et on avait moins cette inquiétude de est-ce que dans la rue, c'est notre place, voilà. Mais je pense quand même à la marche au flambeau de Aix de 77, où il me semble, si je me rappelle bien, le mot d'ordre, c'était... Viol de nuit, terre des hommes. C'est quand même... c'est pas mal. C'est quand même pas rien comme mot d'ordre. La classe. Il y avait quand même une forme de gravité dans le... Je sais pas, c'était des féministes d'Aix, je crois, qui avaient mis le mot d'ordre. C'est un beau slogan qui porte bien. Là, oui, je me suis sentie faire quelque chose de très interdit et
très très jouissif en fait. Voilà, c'était formidable. On était Est-ce que vous pouvez nous raconter nombreuses. un peu? On était avec nos flambeaux, nos flammes dans les rues d'Aix. En plus, Aix, c'est un petit côté médiéval. On avait l'impression de faire vraiment une fête, un sabbat, voilà. Et on a déambulé dans Aix-en-Provence avec nos cris de sorcières, parce qu'à l'époque, c'était quand même bien la mode. Et puis, le slogan « Viol de nuit, terre des hommes ». Et on a fait un truc, alors là, qui nous a... C'était toujours pareil, on s'amusait quand même, on n'oubliait pas de s'amuser. On est allé au cinéma porno d'Aix-en-Provence, qui maintenant est celui qui est dans les petites rues. Je rajoute, était un cinéma où il y avait d'un côté Disney, et d'un côté, le cinéma porno. J'ai découvert ça pendant l'enquête. Ah d'accord. Oui, et là, depuis, c'est un cinéma d'arrêt d'essai. Oui, c'est devenu un cinéma d'arrêt d'essai, ouais. Le porno mène à tout. On a vu une émission hier soir sur Arte qui le disait d'ailleurs. Et donc, on s'est mis à la sortie de ce cinéma. On a bombé les vitrines avec le même slogan, d'autres slogans. Les gens du cinéma ont tellement eu peur qu'ils ont fait sortir les clients par l'issue de secours derrière pour les faire s'échapper au cas où on se serait mis à leur sauter dessus, ce qui n'était pas notre intention, mais on a manifesté notre mécontentement de tous ces corps marchands. Voilà. Lily, Lison, je voudrais revenir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc c'est difficile parce qu'on se connaît maintenant, mais vous avez participé donc au collage à ses débuts, mais très vite vous avez fondé un collectif qui s'appelle le collectif Afrofemme, avec lequel vous faisiez au départ des collages aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ça a été nécessaire à ce moment-là de créer votre propre collectif ? Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai commencé par créer Collage Afrofemme Marseille, parce que c'est vrai que je faisais partie des équipes de collage et comme ça peut arriver souvent, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de problématiques qui étaient liées au racisme qui étaient énoncées dans les collages. Et après, c'est vrai que j'ai créé le collectif suite à... quand j'ai fait de la manif en fait en 2020, le 2 juin. Et pour situer, donc Lily est à l'initiative avec une autre personne de la manifestation de juin 2020 au lendemain de la mort de George Floyd. C'est du meurtre de George Floyd. Et qui a été une énorme manifestation à Marseille. Oui. Il faut le dire. C'était pas prévu. Je pensais pas. Oui. Je pensais qu'on serait 50. On était 5000. Mais c'est pas grave. Du coup, en fait, en gros, c'est que c'était en coïncidence avec l'appel d'Assa Traoré. Donc, du coup, en même temps, j'avais déjà l'idée que j'avais dans ma tête de vouloir faire des collages un peu plus spécifiques liés aux problématiques des personnes noires et des minorités de genre noir. Et suite à cette manif, donc j'ai créé le collectif. On a commencé à faire des collages qui étaient spécifiques effectivement à l'intersection de nos discriminations, mais également sur le racisme environnemental, parce que je viens de Guadeloupe et du coup on a pu faire des collages pour dénoncer le scandale du chlordécone. Est-ce que tu peux rapidement dire ce que c'est ? Alors le chlordécone, il faut savoir que le chlordécone est un pesticide, donc c'est un petit peu la même problématique que l'agent orange au Vietnam. C'est un pesticide qui a été interdit en Europe dans les années 70, mais pour écouler ses stocks, la France a décidé de les envoyer dans les Antilles et ils ont été utilisés dans les bananeraies. Et donc du coup, nous sommes le premier département français qui a le plus de cancer de la prostate, sans parler des problèmes qui sont liés aux femmes qui travaillent dans les champs. Donc en fait, ça c'est un cheval de bataille qu'on mène aussi. Et du coup, donc, j'ai créé ce collectif et je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande et qu'il y avait des personnes qui se sont rejointes justement pour faire ces collages contre le racisme environnemental ou bien spécifiques aux personnes et minorités de genre noir. C'est la question ? Oui, mais on va revenir vers l'espace public, mais ce qui est intéressant justement, et vous le racontez bien dans l'entretien qu'on a eu dans le livre, c'est que à travers ce collectif, la pratique du collage n'a pas tant fonctionné que ça, et que finalement ce qui marche aujourd'hui, c'est un nouveau concept que vous avez développé, les soirées About Love, oui, pour personnes noires et queer, oui, en non-mixité, et qui se passe dans des lieux comme le centre LGBT QIA+, qui vient d'ouvrir à Marseille, ou au bar queer Le Boom. Avant, oui. Et donc là, j'en viens à ma question sur les lieux et sur l'importance des espaces en non-mixité, et on y reviendra plus tard, parce que
vous aussi, Patricia Guillaume, à l'époque, vous avez eu besoin de développer des lieux dans lesquels vous vous sentiez en sécurité, dans lesquels vous vous sentiez bien, qui étaient aussi des lieux en non-mixité, donc c'était plutôt des lieux féministes et lesbiens à l'époque. Alors là, je vous pose la question à toutes les deux. En quoi c'est important pour habiter l'espace public d'aller se ressourcer dans ces lieux-là, d'avoir ces espaces-là pour peut-être sortir plus fort et ensuite occuper un espace qui est encore aujourd'hui violent? Tu vas répondre avant? C'est pas. Merci. Oui, alors du coup, moi je pense que c'est important pour les personnes, en tout cas queer, noires, parce que nous sommes des personnes non blanches qui vivons des expériences dans des espaces majoritairement blancs. Ce qui fait que nous, cette non-mixité, je me suis rendu compte que justement, c'est un concept qu'on a créé, mais la non-mixité existe depuis la nuit des temps. En France, par exemple, hein, ou en politique, ça existe déjà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, ça nous permet de... C'est vrai, c'est que des hommes blancs. Du coup... Sur les terrains de boule à Marseille. Et sur les terrains de boule à Marseille aussi, voilà. Du coup, en fait, moi, comme je dis, en fait, on s'est inspiré de Bell Hooks, en fait. C'est se donner de l'amour, en fait. C'est se créer ces espaces... sans jugement, où on peut ne pas... En fait, on est soulagé, on n'a pas de ressurgissement, il n'y a pas de traumas qui vont ressurgir. On se sent en sécurité et on se sent légitime. Et du coup, ces espaces nous permettent de nous rencontrer, des fois de construire une lutte collective, mais c'est surtout se donner de la bienveillance sans jugement, qui pour moi, en fait, nous permet de nous ressourcer, c'est exact comme vous l'avez dit, mais c'est aussi... Chez moi, comme je dis, c'est rallumer cette flamme et avoir cette légitimité qui nous permet de revenir dans ces espaces publics majoritairement blancs et de savoir qu'on a notre place quelque part et de ne pas l'oublier. Et encore une fois, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Oui, c'était exactement notre envie, notre besoin. En fait, quand tu es dans un lieu où d'autres que toi sont avec les mêmes intérêts ou le même ressenti, tu existes déjà dans le regard de l'autre et donc tu existes tout court, parce que je suis d'une génération où, moi, en étant lesbienne, j'étais peu représentée en 77 justement. Et j'ai d'ailleurs fait les frais, comme certaines de mes amies de l'époque, d'un internement, puisque ça faisait partie des maladies mentales. Et donc, j'ai été internée, évidemment, en psychiatrie. Pas longtemps, heureusement pour moi, j'ai eu une rage dedans, j'ai dû sortir, ça s'est bien tombé. Sauvée par la rage dedans. Mais sinon, ce lieu qui s'est créé lorsque je suis rentrée en militance... Le premier lieu à Marseille s'appelait La Douce Amère. Et c'était un lieu très important pour nous, parce que nous nous y retrouvions pour une partie ludique, festive, et également pour réfléchir à notre place dans la société, notre place à Marseille, notre place partout, notre place dans la famille, notre place tout court, quoi. Et donc notre existence. Et grâce à ça, on s'ancre en fait, dans sa place, dans son territoire, et on devient quelqu'un à part entière. Hein, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut finir sur ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir encore.